commencer. Bonjour. Les prisons attaquées, plusieurs prisons ont donc été attaquées dans toute la France dans la nuit de lundi à mardi. Et visiblement, il s'est encore passé ces choses cette nuit. Le garde des Sceaux était avec nous. On ne sait pas qui. Il a écarté la piste d'extrême gauche, a priori. Mais est-ce que vous avez des informations sur ce qui s'est passé ces dernières heures? Bien sûr, on va en parler tout de même de la piste d'extrême gauche. Cette nuit, donc, d'autres actions ont été menées. Des véhicules incendiés devant la prison de Tarascon. Donc encore une nuit de plus. Ça fait 4 jours que des prisons et surtout le personnel pénitentiaire est visé. C'est une première en France. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, parle d'intimidation grave. Je vous rappelle qu'à la prison de Toulon, il y a eu des rafales de Kalachnikov. On parle de plus d'une dizaine d'impacts. Qui est derrière ces actes qui semblent coordonner? Plusieurs hypothèses. Alors, Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, lui, cible les narcotrafiquants. Il dit que les armes lourdes utilisées vont dans ce sens. Mais il y a aussi donc la piste de l'extrême gauche, avec l'apparition de ces tags sur les voitures brûlées, sur les enceintes aussi des prisons, des tags signés DDPF, les droits des détenus, des prisonniers français. Une mouvance qui s'apparenterait à l'extrême gauche, qui était jusqu'alors inconnue par les renseignements français. C'est pourquoi nous restons très prudents là-dessus. Mais cela ajoute à l'inquiétude du personnel pénitentiaire. Regardez, depuis ces violences, il y a eu l'apparition d'un canal sur la messagerie cryptée Telegram, avec des messages menaçants à l'encontre du personnel pénitentiaire. Nous avons pu nous procurer l'un de ces messages. Regardez, surveillant, démissionnez tant que vous pouvez si vous tenez à vos familles, à vos proches, ou encore Gérald Darmanin. Avec au moins 2 fautes d'orthographe. Oui, Surveillant au singulier et démissionné à l'infinitif. Monsieur Millet, vous vous rendez compte? Il y en a d'autres aussi. Tous les surveillants. Voilà. Gérald Darmanin ne va pas protéger, tous les surveillants de France. Oui. On passe les fautes d'orthographe, mais ces messages... Et également la ponctuation, parce que c'est très intéressant. Je voudrais qu'on revoie, parce que justement, c'est très intéressant aujourd'hui, parce qu'on reçoit tous des textos. Ce qui me frappe, c'est que la ponctuation n'existe plus. Vous voyez, ça serait... Et si on voulait vraiment écrire... Je pense que ça a été dicté. Ah, vous pensez? Oui, c'est possible. Bon, surveillant... il n'y aura pas de faute. On devrait mettre surveillant 2 points, a priori. Non, que dites-vous? Ça s'approche. Tant que vous pouvez, si vous tenez à vos familles et à vos proches. Non, mais en fait, il y a une faute par mot. Oui. Donc, surveillant, première faute, démissionné, deuxième faute, il n'y a pas de ponctuation. C'est très intéressant. Ça n'a pas été dicté, sinon il n'y aurait pas de faute. Cyril ne fait pas autant de fautes. Cyril ne fait pas autant de fautes, Sarah Salman, vous avez raison. Bon, enfin, on ne va pas faire l'exégèse orthographique du message, parce que ce qui est important, c'est le... Parce que c'est un tout. Oui, c'est un tout civilisationnel. Attentat contre la langue aussi. Oui, c'est entendu. Mais alors, l'extrême gauche, mais c'est une vieille tradition française. C'est-à-dire que les QHS ont été supprimés en 1981 par Robert Badinter. Et avant, il y avait cette mouvance que portaient par exemple des gens comme Messrine, il y avait Charlie Bauer, il y avait François Besse. Et puis, c'est l'extrême gauche des années 70 ou 80 avec la bande Abadère, avec Action Directe, avec également les Brigades Rouges, bien évidemment, et qui réclamait pour les prisonniers davantage de droits. Les QHS, c'était un vrai sujet, souvenez-vous, dans les ans. Alors un QHS, pardonnez-moi, c'est un quartier haute sécurité. Vous voyez, je dis QHS parce que dans ma génération, on savait tout ce que c'était. Contre l'idée même de prison, c'est une idée de la société. Est-ce que finalement, le coupable est victime ou innocent? Est-ce que c'est pas la société qui est responsable s'il commet un méfait? Il y a toute une frange de l'extrême gauche qui... Donc c'est pour ça. Mais Gérald Darmanin, a priori, a écarté cette piste-là. Nous sommes d'accord. Je vous propose de l'écouter. Il était ce matin avec Sonia Mabrouk. Il y a manifestement, on voit bien, des gens qui essaient de déstabiliser l'État en l'intimidant. Pourquoi le font-ils? C'est très intéressant. Ils le font parce que nous prenons des mesures contre le laxisme qui existait peut-être jusqu'à présent dans les prisons, qui a mené notre pays à des difficultés extrêmement graves, des réseaux de drogue qui continuent à partir des cellules carcérales, on commande des assassinats, on blanchit de l'argent, on menace des policiers, des magistrats, des agents pénitentiaires et on s'évade. C'est une intimidation grave et on essaye de voir si l'État va reculer. C'est ça qui se passe. Les réseaux sociaux désormais créent ce genre de moments mimétiques qui visent en effet à essayer sur tous les points du territoire, à faire reculer l'État, à ce que les agents pénitentiaires prennent peur, à ce qu'ils demandent peut-être la grève, à ce qu'il y ait des débats politiques pour dire le ministre de la Justice va trop loin dans sa fermeté. Mais on ne va pas reculer. Malgré les menaces, on va pas encore cette nuit. On ne va pas reculer parce que, d'abord, on ne menace pas l'État. Parce que si l'État recule, il n'y a plus rien, il n'y a plus de protection des Français. L'État, c'est le bien le plus pauvre. Le bien pour les plus pauvres, la protection.
en creux, il dit que l'État n'a fait que reculer. Parce qu'il dit que l'État fait aujourd'hui ce qu'il n'a pas fait hier. Donc c'est une pierre, par exemple, dans le jardin de tous les anciens ministres de la Justice. C'est ça par Éric qu'on peut... Dupond-Moretti. Exactement, nous sommes d'accord. Parle de laxisme. Mais quand je disais tout à l'heure qu'on paye toutes les factures en même temps, et c'est bien le problème que nous vivons aujourd'hui, toutes les factures, 40 ans d'inaction, d'inertie, de mauvaises décisions, 40 ans, boum, tout sort. L'école, les prisons, l'économie, etc. Donc c'est pour ça que ce moment est très particulier, Éric Nolot. Devant quoi avons-nous reculé? Nous avons reculé devant, en l'occurrence, nous avons reculé devant l'idéologie extrême gauchiste qui vous explique que c'est un scandale que quelqu'un soit en prison, même si c'est un narcotrafiquant qui est quand même la lie de l'humanité. Et nous avons quand même reculé devant le grand banditisme, parce que le mot qui vient à l'esprit de tout le monde quand on entend ça, c'est la mexicanisation. Nous sommes en route vers la mexicanisation. Ça, c'était impensable. Parce que là, l'ampleur des moyens mène quand même plus vers le narcotrafic que l'extrême gauche. Peut-être je serai démenti par l'enquête, mais ce sont des gens qui disposent de moyens énormes, comme les cartels sud-américains et particulièrement mexicains. Donc c'est ça que nous payons aujourd'hui, en effet, la double note. Richard Millet. Le chiffre que M. Darmanin a donné, 17 000 narcotrafiquants en prison, vous donne tout à fait raison. 17 000. Sur 82 000 détenus. Colossal. C'est gigantesque. Mais là, je vais sortir ma carte magique. Ah, le Salvador. Eh oui, je vais sortir ma carte magique du Salvador, puisque si je vous propose les images, si je vous propose les fameuses images que nous voyons régulièrement et la manière dont sont enfermés à vie les narcotrafiquants au Salvador et les prisons qui ont été construites très vite et les solutions qui sont proposées, je ne dis évidemment pas qu'il faut faire ça en France. Il y a beaucoup de gens qui sont enfermés arbitrairement et les droits de la défense, je ne suis pas sûr. Le modèle de la France, c'est plutôt l'Italie que le Salvador. Oui, je ne dis évidemment pas ça. Je dis aujourd'hui que... Non, mais vous le présentez un peu comme une sorte de modèle. Bah, entre le Salvador et puis les narcotrafiquants dehors, qu'est-ce que vous préférez? Il y a quand même beaucoup de gens enfermés arbitrairement au Salvador. Oui. Oui, enfin c'est oui, quand même mais un point d'abord, fondamental. ces sources-là, vous les tenez d'où qu'ils soient enfermés arbitrairement parce Donc que il y aurait des personnes... il y aurait, oui, mais d'accord. J'entends bien, et c'est évidemment... C'est tout à fait contestable. Ça existe. Non, mais c'est évidemment scandaleux. Il y a même pas... On ne peut pas prendre pour modèle un endroit où il y a potentiellement des erreurs judiciaires. Mais vous voulez que je vous dise les erreurs judiciaires qu'il y a en France aussi? Ça vous intéresse? Oui, c'est possible. Ce qui est intéressant, c'est que ça existait. Il y avait le bagne. Oui. Et on en a reparlé au moment de la déclaration de Laurent Wauquiez qui veut envoyer les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le bagne existait, c'était un peu ça. Et tout le courant de la société, ça a été finalement depuis la Deuxième Guerre mondiale vers plus d'humanité. Il faut regarder les prisons autrement. On ne peut plus accepter les quartiers de haute sécurité. Et là, je pense qu'on est reparti dans un mouvement inverse. En fait, la question, c'est on a face à nous des gens qui n'ont aucune limite, qui nous mènent une guerre. C'est d'ailleurs le mot qui est employé. La question, c'est comment nous, on adapte notre réponse. On parle tout le temps du sacro-saint état de droit. Est-ce qu'il est encore aujourd'hui pertinent d'être enfermé dans ce cadre juridique si on veut apporter une réponse très forte à ces narcotrafiquants? La loi, elle est très bien, mais je ne suis pas persuadé qu'elle mette un terme au narcotrafic. Elle n'est pas appliquée. Par exemple, les téléphones portables, on n'a pas le droit. Ils ont tous un téléphone portable. Il y en a même plus quasiment. Alors, qu'est-ce que vous faites? Alors, c'est ça qui me sidère dans ces discussions. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quelles mesures vous prenez si un détenu a un portable? Parce que moi, j'en ai une solution. J'en ai une. Dans le temps, il y avait effectivement on sortait les gens des prisons et puis on les mettait dans des endroits à l'isolement, par exemple. Écoutez, si chaque prisonnier qui enfreint la loi de la prison sait qu'il encourt une... Et je vous dis qu'ils le savent. Ils le savent. Est-ce que c'est forcément dissuasif? Manifestement, c'est dissuasif. Manifestement, au Salvador, c'est dissuasif. Voilà, c'est dissuasif. Voilà. Ces images-là, si effectivement les prises... Mais je ne veux même pas répondre à cette question. Si effectivement, je pense qu'au Salvador, manifestement, ça a été efficace. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de criminalité. Manifestement, ça a été efficace. Il n'y a plus de criminalité. Pour exemple, non. Il n'y a plus de criminalité. Bon. Il n'y a plus de criminalité. Il faut agir avant d'arriver à cette situation-là. Voilà, c'est ça les nouvelles prisons qui sont prévues, apparemment, résolvent le problème.
Déjà, pour voir comment Toulon. les téléphones rentrent. C'est peut-être pas la peine d'aller jusqu'au Salvador. On va voir Toulon. Brouiller simplement. Oui, mais Et bon. là, il y aura des brouilleurs qui seront efficaces. Alors on dit oui, C'est non, ça, mais la pas de différence. brouilleurs parce que ça empêche les gardiens de téléphoner. Richard Millet, la solution, vous qui... Parce qu'ils vont trouver des solutions pour détourner les brouillards. J'aime bien quand Richard Millet est là parce qu'il peut nous apporter sur ces sujets-là un autre angle. Et pourquoi pas même un angle intellectuel, littéraire, sur les prisonniers dans l'histoire de la littérature. C'est intéressant. Un prisonnier intéressant. Jeunet, par exemple, était un prisonnier intéressant. Bon, mais allons un peu plus loin. Je voudrais mettre ça, ce qu'on voit là, en parallèle avec l'affaire Palmade. Palmade, au bout de 4 mois, sort avec un bracelet. Je trouve que c'est une peine qui n'est pas donc appliquée véritablement, parce qu'un bracelet électronique, c'est pas grand-chose. On regarde ce qu'il a fait. Donc, j'estime... Il a été condamné à 2 ans de prison. Oui. Il sort au bout de 4 mois qu'il a effectué, 2 ans de prison ferme, et il sera sous bracelet électronique. Quand vous dites que c'est pas grand-chose, sa liberté, quand même, sera contrainte. C'est pas la même chose d'être derrière les barreaux et d'avoir un bracelet. Hein. C'est pas la même chose, mais il n'empêche, il n'est pas à l'air libre. C'est ce que je veux dire. Il n'est pas libre de ses mouvements. Il est à l'air libre, mais dans un périmètre restreint. Bon, pour moi, c'est pas une peine véritable. Ce que je veux dire, c'est peut-être la question des peines dans toutes ces affaires. À combien d'années sont condamnés tous ces narcotrafiquants, ces 17 000 narcotrafiquants? Dans combien de temps ils vont sortir? Très vite, à mon avis, eux aussi. Lesquels? Ceux qui sont en France? En France. Je ne sais pas. Il y a eu des narcotrafiquants qui ont été déjà condamnés. On a un exemple de peine qui a été prononcé. Parfois, on peut prendre du 7-10 ans. Hein. Bon. Oui. Et vous, vous seriez, pourquoi pas, pour des peines plus sévères, c'est ce que vous voulez dire? Bien sûr, mais qu'il soit appliqué. Pas de remise de peine, véritablement appliqué. Il n'y a plus de peine de mort. Donc appliquons la perpétuité véritable comme aux États-Unis. Ça dissuaderait beaucoup de choses. Mais vous parliez d'un angle littéraire. Éric Nolot. En France, on vit quand même un peu dans l'ombre de Jean Valjean. C'est-à-dire que le coupable est en fait une victime de la société. Ce qui peut arriver, ce qui est le cas d'ailleurs de Jean Valjean, et ce qui peut arriver dans la vraie vie. Le problème, c'est que l'idéologie d'extrême gauche a étendu la jurisprudence Jean Valjean à tout le monde. C'est-à-dire que même le pire salaud sur la Terre, parce que je m'excuse, les grands narcotrafiquants sont des salauds, sont des ordures, il faut les défendre, et c'est trop sévère, et etc., etc. Je trouve que les nouvelles prisons qui sont prévues vont dans le bon sens. Après, je pense qu'on a affaire à un tel niveau de criminalité que la piste salvadorienne n'est pas à exclure. Je regrette, parce que ce sont des salopards. Est-ce qu'on peut voir le sujet sur Toulon, peut-être de Maxime Leguet, pour rappeler ce qui s'est passé ces dernières heures, et après on parlera de Pierre Palmade. Après plusieurs heures d'échanges à huis clos avec les agents de l'administration pénitentiaire de Toulon, Gérald Darmanin se présente devant les journalistes et prend la parole. Il y a manifestement des actes d'intimidation contre les agents, donc contre la République. On ne cédera pas. Ce matin, j'ai demandé au ministre de l'Intérieur de mobiliser tous les moyens auprès des préfets, auprès de la police, auprès de la gendarmerie, pour que dans les prochaines heures, prochains jours, prochaines semaines, les policiers et les gendarmes soient constamment présents près des centres de détention. Une présence policière renforcée pour éviter que les prisons puissent être de nouveau visées par des tirs de Kalachnikov, comme cela a été le cas ici à Toulon. Les syndicats pénitentiaires, eux, n'ont pas été totalement convaincus par le garde des Sceaux. Beaucoup de paroles, beaucoup de promesses, il entend les cris de la pénitentiaire, il entend aussi la souffrance et la peur qu'ont ressenti les agents qui se sont fait tirer dessus. Voilà, il y a une balle qui a quand même traversé une vitre, ça aurait pu être la vie d'un agent qui aurait été prise hier soir. Donc voilà, il entend tout ça, maintenant c'est que des promesses, de belles paroles. Est-ce que du coup des choses concrètes vont être faites dans l'avenir? On l'espère. Après la série d'attaques coordonnées visant les prisons françaises, le parquet national antiterroriste a annoncé se saisir de l'enquête. On en a parlé avec Sabrina. Dans l'actualité également judiciaire, c'était lundi, une détenue radicalisée a été transportée de la maison d'arrêt de Strasbourg jusqu'à Paris pour se rendre dans un centre d'imagerie médicale. Et évidemment, cette décision interroge sur la sécurité des agents pénitentiaires, alors que l'ombre de l'attaque d'Incarville plane toujours. Ces 2 agents pénitentiaires, je vous rappelle, qui ont été tués, et le narcotrafiquant Mohamed Amra a pu s'évader avant d'être retrouvé en Roumanie. Bon. C'est vrai que j'ai vu pas mal de réactions. Alors là aussi, d'abord on ne connaît pas tout à fait le dossier, bien évidemment, mais peut-être que cette femme, c'est très important pour elle, sur le plan médical, qu'elle puisse aller à Paris pour être regardée par ce centre d'imagerie médicale. Mais Gérald Darmanin a réagi à cette information. Quand on est détenu, on doit être soigné, quelle que soit, c'est la dignité d'une personne humaine. On ne peut pas laisser des gens qui ne soient pas soignés, c'est les médecins qui demandent ce genre de prescription.
Mais la difficulté, c'est pas celle-là. La difficulté, c'est qu'il faut faire dans les prisons des lieux de soins, par exemple. Aujourd'hui, une grande partie des extractions judiciaires, des extractions faites par les agents, c'est-à-dire les agents qui accompagnent des personnes détenues, le font parce que le médecin, il faut aller voir le médecin à l'hôpital du coin. Non, il faut faire venir le médecin dans la prison. Ça évite de faire la sortie. Donc on peut soigner les gens parce qu'on est quand même une démocratie. On n'est pas chez les barbares, mais en même temps, on n'est pas obligé de mal organiser l'administration. Il a raison. Bah oui. Ce qu'il dit est de bon sens et c'est intelligent. Ce qu'il dit. IRM, on va pas mettre des IRM dans les prisons. Hein. Non, mais là, c'est la distance qui surprend, parce que Strasbourg-Paris, ça fait long. Il n'y a pas d'IRM à Strasbourg. Bien sûr que si, c'est pour ça. Non, mais c'est ça qui est incompréhensible. Hein, mais bon, je sais pas. C'est du bon sens, c'est fou de devoir attendre 2025 pour se dire on va mettre des médecins en prison. Moi, j'étais persuadé qu'il y avait déjà des médecins. Non, il y a des médecins qui passent. Mais là, ce qu'il nous dit, Gérald Darmanin, c'est qu'il faut inverser, qu'ils n'aillent plus dans les centres, mais que les centres viennent à eux. En fait, il y a une expression que j'utilise souvent, c'est ouvrir le capot. Quand, comme ça, une affaire étonnante arrive, on ouvre les capots et on découvre une manière de fonctionner. Effectivement, il n'y a pas d'imagerie à Strasbourg ? Mais si. Quelle est la personne qui ne dit pas ce qu'on dit là ? Quelle est la personne qui dit on va aller à donc ça coûte de l'argent, bien évidemment, ça coûte de la sécurité. J'imagine que cette personne radicalisée a été accompagnée par je ne sais combien de personnes. Ça, sans doute, je ne sais pas si ça s'est fait dans la journée ou si elle a dormi, pourquoi pas à Paris, que sais-je. Bon, et alors dans un train qu'on sécurise, j'imagine, ou je ne sais pas comment. Bon. Donc tout ça est invraisemblable en fait. C'est kafkaïen puisque c'est à Strasbourg. Il n'y a pas une imagerie médicale avant Strasbourg. C'est incompréhensible. Alors t'aimerais avoir des informations. Oui, vraiment. T'aimerais quand ouvrir le capot et dire mais comment ça se passe chez vous ? Bon, c'est n'importe quoi. Et c'est n'importe quoi. Richard Millet. Pascal, pendant que vous parlez, il y a le bandeau là. Y a-t-il eu un après Mohamed Amra ? Oui. Et effectivement, je pense qu'il y a un après. Parce que ce personnage, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il a été arrêté, est apparu comme une espèce de rockstar. Souriait. Un personnage de série comme El Chapo, vous voyez ? Donc ça veut dire que la réalité se met à ressembler à des séries. Et ce personnage-là nargue l'État français en ressemblant à un gangster sud-américain. Ça, c'est fascinant. Je peux vous dire qu'au Salvador, il nargue pas, en fait. Ah non, mais quand il rentre dans la prison, il nargue pas du tout. Bon, il nargue plus, maintenant qu'il est en prison. Il fait mais il nargue pas. Non, mais c'est intéressant, là encore. La manière dont ils sont pris et la manière dont on les met en prison, ils n'ont pas envie de narguer. Voyez-vous ? Mais il pense à l'après. Ouais. Il pense à l'après. Oui, justement. Comme vous dites, il pense à l'après. Oui. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Et on va maintenant parler... alors, quand je dis on paye toutes les factures en même temps, on va parler du travail, parce qu'hier, on a entendu cette antienne, comme une vieille rengaine. On ne travaille pas assez. Oui, on travaille pas assez. Ça fait juste 40 ans qu'on ne travaille pas assez. Et plus, puisqu'on a inventé d'abord en 80. C'est bien d'avoir ce débat, parce que j'ai pris, pour venir vous voir ce matin, le bus Éric Nolot et le métro, qui sont aux 3/4 vides. C'est-à-dire que maintenant, les vacances, c'est plus les gens partent, c'est l'exode massif. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne. Alors, ce qui vaut pour Paris doit valoir pour toutes les grandes villes. Paris se vide. Dès qu'il y a 3 jours de vacances, et là, il y en a beaucoup plus. Oui, mais donc, c'est les vacances. Vous pouvez toujours prêcher pour plus de travail. Il y a une culture en France des vacances, des congés, qui est compréhensible, mais qui sera très difficile à réformer. Oui. Très difficile. Oui, mais il faut bien que les gens prennent des vacances aussi. Mais c'est bien, on peut faire bouger dans le métro, c'est parfait. Moi, j'aime beaucoup. Mais vous prenez pas de vacances, vous ? Jamais, Éric Nolot. Non, pas depuis l'été dernier, par exemple. Oui. Non, un seul jour. Oui, mais alors il n'y a pas les écoliers aussi dans le métro, c'est peut-être pour ça, il n'y a pas les... Il y a peu d'écoliers dans le métro. Ah bon ? Quand même un peu. Non, les écoles sont à proximité quand même. Ouais.